simplement amnésiques de leur passé. Mais si on leur demande qu'est-ce que vous ferez demain, est-ce que vous avez un projet demain, bien, les amnésiques, ils vous regardent et on voit qu'ils sont complètement perdus. Je parle des grands amnésiques, hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui oublie ses clés parce qu'il n'a pas fait attention, il mettait ses clés. Quand je parle de patients amnésiques, ce sont des grands amnésiques. Eh bien, les patients, ils vous regardent et puis ils sont perdus. Et ils vont vous dire, bah non, je vois pas, c'est blanc, je vois pas. Et donc, la perte de la mémoire, c'est aussi cette incapacité à se projeter dans le futur. Et c'est bien sûr, on s'en rend compte hein, quand on vit avec des personnes amnésiques, et ça fait partie du drame hein, des personnes qui ont une maladie de la mémoire, une maladie grave de la mémoire. Bien. On parle de perception du temps, on parle de mémoire. Il y a une petite expérience que peut-être on est plusieurs à avoir fait ici sur la manière dont on perçoit le temps en fonction de l'âge. On a tous été enfants dans des salles de classe à se dire « Ah, il y a encore 1 heure de cours ». Et 1 heure, ça vous semble être 6 mois en temps ressenti, et c'est particulièrement horrible. Et puis, quand on avance en âge, on nous dit, ben voilà, il va falloir attendre 1 heure la prochaine conférence aux Utopiales, et ça paraît en temps ressenti beaucoup moins important. Est-ce qu'il y a un mécanisme physiologique ou psychologique qui explique cette perception différentielle du temps en fonction de l'âge ? Alors, ce que nous allons, parce que nous sommes deux à discuter devant vous, ce que nous allons faire tout au long de cette heure, c'est vous montrer un peu la complexité de la mémoire, sans que vous soyez noyé. Enfin, c'est le challenge. Et généralement, des questions comme ça, il n'y a pas une réponse. Il y a beaucoup de réponses. À des situations comme ça, l'analyse est bonne, c'est-à-dire que le temps a l'air de passer plus vite quand on vieillit par rapport à quand on était enfant, adolescent. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a une raison attentionnelle, c'est-à-dire que quand on est jeune, on a des capacités d'attention qui sont très grandes. Pas le tout petit, mais l'écolier à partir, on en parlera demain, de 7, 8, 10 ans, 12 ans, il a des capacités d'attention qui sont très grandes. Et donc il va encoder beaucoup de choses. Et donc le temps va passer plus vite parce que quelque part il va être plus présent qu'une personne plus âgée, qui aura moins d'attention, surtout quand la personne vieillit. C'est une des raisons. Les personnes qui travaillent sur la perception du temps, sur les perceptions des durées courtes, insistent beaucoup sur ce point-là. Mais il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons qui tiennent notamment aux premières expériences. Alors vous voyez que là, on fait un peu un saut vers les autres. On commence à parler des autres. On commence à parler du monde environnant qui n'est pas neutre. Hein, c'est-à-dire que notre mémoire, elle n'est pas face à un monde qui est neutre. Elle est face à un monde extrêmement complexe, extrêmement diversifié, avec lequel on interagit. Et la période, disons, 10, 12 ans, 30 ans, vous voyez, c'est quand même une grande période, c'est la période où on a les premières expériences, des rencontres très importantes pour la suite de notre vie, le premier travail, le premier job d'été, la première paye, enfin, vous voyez, la première fois qu'on conduit une voiture, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, on fait toujours la même chose, hein, je ne dis pas ça quand même, je suis pas aussi... j'ai pas une vision aussi dramatique de l'âge adulte et du vieillissement. Mais il y a aussi cette donnée-là qui va aussi beaucoup jouer. Je voudrais évoquer maintenant, revenir un petit peu sur la mémoire et la manière dont elle s'imprime dans le cerveau. Quand on assiste à un événement très fort, qui peut être soit extrêmement joyeux, soit traumatique, voilà, on a tous en tête les attentats du 13 novembre, ceux qui ont précédé, ceux qui ont suivi, et certains événements, on se souvient où on était à ce moment-là, on se souvient de les attentats aux États-Unis aussi, on sait tous quasiment ce qu'on faisait, où est-ce qu'on était au moment où les tours se sont effondrées. Comment ça se fait que certains événements comme ça s'impriment aussi fort dans le cerveau ? Alors, première chose, premier élément de la question, c'est le lien entre mémoire et émotion. De façon générale, je dis bien de façon générale, l'émotion, vous avez parlé d'événements gais, d'événements tristes, de façon générale, l'émotion va amplifier l'encodage.
c'est-à-dire la façon dont on va enregistrer les informations et la façon dont on va perdurer ce souvenir. J'ai bien dit de façon générale. Donc, bon, par exemple, on apprend une nouvelle heureuse, la réussite d'un examen, de quelqu'un qu'on aime bien, ou une émotion triste, par exemple un enterrement, on va à l'enterrement de quelqu'un qu'on aimait bien, on va conserver cet événement. Mais vous voyez, ce sont des scènes en fait de la vie. Ce sont des scènes de la vie où on est tous confrontés à des moments heureux, à des moments malheureux. Puis après, vous avez parlé de scènes traumatiques, de souvenirs traumatiques ou d'événements traumatiques. Vous avez évoqué les attentats à la fois de New York, malheureusement, qui ont été réactivés là, et puis les attentats de Paris. Alors là, on est dans autre chose. On est dans autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une émotion usuelle. On est dans une émotion exacerbée. Et là, on va assister à une distorsion de la mémoire. Parce que notre mémoire, elle transforme les choses, elle les modifie, elle fait en sorte qu'on construise une certaine vision du monde, une certaine perception aussi de nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, dans le cas de vivre, dans la situation où l'on vit un événement où en fait on n'a pas prise sur l'événement, et on se rend compte que cet événement il est surprenant, et puis en même temps il risque de modifier le cours des choses. Alors c'est par exemple le 11 septembre 2001, les tours, vous voyez, on est surpris, on ne s'attendait pas du tout à quelque chose comme qu'il puisse se passer un événement pareil, et puis en même temps on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Il y a plusieurs avions, le fait qu'il y ait plusieurs avions, ça crée une situation très très particulière. Alors, on va dire, même si c'est pas toujours vrai, on va dire oui, je me souviens parfaitement. Je me souviens parfaitement où j'étais, ce que je faisais, etc. C'est plus ou moins vrai ça, qu'on se souvient si bien que ça. C'est plus ou moins vrai. Admettons qu'on se souvienne. Et comme on est persuadé qu'on se souvient, eh bien on est persuadé que le contenu de notre souvenir est juste. Et maintenant on sait que tout ça est faux. C'est faux parce que le 11 septembre 2001, nous ne savions rien. Nous ne savions rien. Moi, depuis, j'ai rencontré, dans un cadre particulier, c'était les 10 ans du 11 septembre américain, j'ai rencontré toute une série de journalistes. C'était au musée mémorial de Caen qui faisait une journée sur le 11 septembre. Et j'ai rencontré les journalistes qui étaient à l'antenne ce jour-là, dans les grandes chaînes de télé, la 1, la 2, la 3. Ils étaient tous là et ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient rien à dire et c'était très difficile pour eux parce qu'ils étaient... On les obligeait à garder l'antenne parce qu'ils ne pouvaient pas mettre un téléfilm. Vous voyez, c'était pas possible de mettre un téléfilm. Donc ils étaient obligés de rester à l'antenne. Mais ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient qu'à dire que voilà, il y a un avion, etc., il y a des tours, mais on ne sait pas ce qui se passe.